Bienvenue à nouveau sur le podcast Greater Eurasia. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Warwick Powell, professeur associé à l'Université du Queensland et chercheur principal à l'Institut Taihe. Merci beaucoup d'être revenu dans l'émission. J'aimerais vraiment discuter de l'avenir du Japon, car, tout comme son homologue européen et, dans une certaine mesure, son homologue américain, il traverse de profonds problèmes économiques structurels. Et évidemment, la crise entre le Japon et la Chine se poursuit. Cela fait suite à la menace du nouveau Premier ministre japonais de déployer des missiles à Taïwan contre la Chine, à laquelle la réponse chinoise a été très virulente. Il semble que le Premier ministre japonais ait quelque peu atténué ses propos, mais il est difficile de les retirer complètement. Je me demandais si vous pouviez expliquer comment vous percevez ou comprenez ce conflit et vers quoi tout cela se dirige. Écoute, c'est un plaisir d'être de retour avec toi, Glenn. La situation entre le Japon et la Chine a bien sûr des dimensions très immédiates, mais elle s'inscrit aussi dans un contexte historique long, ou du moins à moyen terme, de plus de 100 ans. Les questions apparues ces dernières semaines concernent les déclarations de la nouvelle première ministre japonaise à propos de Taïwan. En réponse à des questions, et en fait, à une pression considérable au sein de la diète japonaise, elle a donné une réponse indiquant que, de son point de vue, tout problème impliquant Taïwan pourrait ou déclencherait une question de survie pour le Japon, ce qui nécessiterait une réponse militaire. C'est là un changement important par rapport à l'accord historique établi depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le Japon avait accepté toute une série de dispositions concernant les questions de souveraineté dans la région. Il avait également, bien sûr, adopté une constitution pacifiste qui limitait la mesure dans laquelle le Japon, en tant que nation, pouvait reconstruire une armée à des fins agressives ou expansionnistes. Ces déclarations ont donc suscité de nombreuses inquiétudes. La plus immédiate, bien sûr, étant liée à la question d'une intervention japonaise à Taïwan, qui relève de la souveraineté chinoise. Cela remet en cause les accords que les Japonais avaient conclus dans les années 1970 et plus tard avec la République populaire de Chine, mais cela remet également en cause, ou cherche pour ainsi dire, à grignoter petit à petit, les accords que le Japon avait été contraint de signer dans le cadre des déclarations du Caire et de Potsdam. Celles-ci concernaient un certain nombre de territoires que le Japon avait colonisés à la fin des années 1800 et au début des années 1900. Tout cela, bien sûr, jeté dans le même creuset, a provoqué une réaction extrêmement forte. Comme vous le dites, Kishida a, sous une certaine pression, commencé à faire quelques modestes rétropédalages. Elle affirme désormais que la position japonaise n'a pas changé. En ce qui concerne les Chinois, bien sûr, cela est loin d'être suffisant, et je pense que la pression continuera de s'intensifier sur elle. Je pense que l'autre problème, bien sûr, c'est que, et c'est un problème à double tranchant, Glenn, les premiers ministres japonais, de nos jours, ne restent pas longtemps en poste. Donc investir trop d'efforts ou s'engager trop profondément dans la mise en place d'accords avec l'un d'eux ne conduit pas nécessairement à une relation durable avec le pays dans son ensemble. Il y a beaucoup d'instabilité au Japon, en grande partie à cause de problèmes économiques internes qui durent depuis des décennies, ainsi que, je pense, des défis à plus long terme auxquels le Japon est confronté. Cela ne concerne pas seulement les questions démographiques, mais aussi sa sécurité à long terme en matière d'alimentation et d'énergie. Tous ces enjeux commencent à exercer une pression immense sur le corps politique japonais, alors qu'il cherche à trouver une voie pour développer le Japon en tant que nation dans un monde la Pax Americana. Eh bien, l'économie du Japon est confrontée à de nombreux problèmes. D'une part,
elle dépend énormément des importations d'énergie pour faire tourner son économie, et les prix de l'énergie augmentent. Nous voyons la monnaie japonaise avoir de plus en plus de difficultés, surtout face à cette immense montagne de dettes. Donc, si vos coûts énergétiques augmentent et que votre monnaie s'affaiblit, cela peut vous placer dans un piège très dangereux. Mais quels sont les autres principaux ajustements économiques que le Japon cherche à mettre en œuvre? Eh bien, je ne suis pas sûr que cela vise à faire quoi que ce soit pour le moment. Et c'est là une partie du défi pour Takeichi. Je pense qu'elle n'a pas réellement de stratégie économique concrète. Le Japon lui-même a eu beaucoup de mal, depuis de nombreuses années, à élaborer une stratégie économique postérieure aux accords du Plaza, qui tienne compte à la fois des réalités géopolitiques, le contexte dans lequel il a conclu ces accords, mais aussi de ses défis structurels au sein de la région, et en tant que nation insulaire disposant de ressources limitées. Il est donc limité en matière d'alimentation et limité en matière d'énergie, comme vous le dites. Et ces problèmes ne vont tout simplement pas disparaître. Je veux dire, nous savons que ces dernières années, depuis l'invasion russe de l'Ukraine au début de 2022, et sur fond de toutes ces sanctions occidentales et du G7 sur le pétrole russe, les Japonais ont en réalité dû demander une dérogation spéciale à leurs partenaires du G7 pour continuer à acheter de l'énergie russe sans subir pleinement le régime de sanctions. Parce que franchement, l'économie japonaise ne peut pas se permettre de perdre l'accès à cette énergie. Le Japon doit donc trouver une voie pour résoudre ces problèmes structurels à long terme liés à l'alimentation et à l'énergie. Dans le contexte de certains défis démographiques, c'est une société vieillissante, il faut aborder les questions liées à la diminution de la population active, aux exigences qu'impose une population vieillissante, aux besoins d'automatisation et de technologie, et à ce genre de problématiques. Et en fin de compte, il faut aussi composer avec un environnement de sécurité régionale qui reste sous tension, pour ainsi dire, puisque nous parlons de l'Asie du Nord, où non seulement existe la question Japon-Chine, qui à mon avis est restée globalement stable depuis une cinquantaine d'années, mais où s'ajoute également la péninsule coréenne. Le plus grand défi sécuritaire pour le Japon, à vrai dire, réside dans sa relation, ou plutôt son absence de relation, avec la RPDC. Sans la médiation bienveillante de la Chine, la RPDC représente un risque bien plus important pour les nations non hostiles qu'elle ne le serait autrement. Ce sont donc ces grandes questions qui, selon moi, pèsent réellement sur le Japon à l'heure actuelle. Et la question de Taïwan constitue en quelque sorte une distraction par rapport à ces préoccupations plus vastes. Quelle est donc la pertinence ou l'importance de la relation entre la Russie et le Japon? Vous avez mentionné que les Japonais ne peuvent pas vraiment se permettre de se couper de la Russie à cause de l'énergie. Mais la Russie a énormément changé au fil des années. Je veux dire, dans les années 1990, l'objectif principal de l'Occident était plus ou moins d'organiser la Russie pour qu'elle gravite autour de l'Occident. Elle ne devait pas avoir de siège à la table, mais appartenir à ou suivre ce que faisait l'Occident. Bien sûr, cela a désormais échoué. L'idée était que la Russie passerait d'un état de faiblesse à un état encore plus faible. Nous aiderions à gérer ce déclin. Mais aujourd'hui, selon la Banque mondiale, la Russie est depuis un certain temps la 4e économie mondiale en termes de parité de pouvoir d'achat. Et non seulement l'économie croît, mais elle se tourne également vers l'Est. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une mesure temporaire, mais d'un pivot permanent vers l'Asie, où, pour de nombreuses raisons, il y a davantage de géants économiques, ce qui la rend moins intimidante que l'Europe. Elle ne porte pas le même bagage historique. De plus, les pays asiatiques ont tendance à être plus dynamiques. Leur croissance est plus forte et ils sont beaucoup plus amicaux envers les Russes.
C'est donc vers l'Asie qu'ils veulent se tourner. C'est une relation intéressante, car pour les Russes, la relation la plus difficile à entretenir en Asie du Nord-Est est celle avec le Japon. Mais pour le Japon, il semble que parmi toutes les relations dans la région, la plus facile serait avec les Russes. Car les rapports avec la Chine ou la Corée du Nord ne sont pas simples. Et même avec la Corée du Sud, dans une large mesure, c'est problématique. Alors, comment voyez-vous l'avenir entre le Japon et la Russie? Surtout avec la Sibérie, qui constitue un immense axe de développement pour les Russes, désireux de devenir une puissance et de se rapprocher davantage de l'Asie de l'Est. Écoutez, s'il n'y avait pas le poids de l'histoire et que l'on se concentrait uniquement sur la géographie et les ressources naturelles, on pourrait tout à fait imaginer un avenir nord-asiatique dans lequel le Japon, la péninsule coréenne, le nord-est de la Chine et l'extrême-orient russe développeraient un système économique fortement intégré. Les ressources de la Sibérie, qu'il s'agisse d'énergie ou d'alimentation, joueraient un rôle vraiment central dans la vitalité de cette région du monde. En outre, en raison de la fonte des calottes glaciaires, nous commençons à voir l'ouverture de la route de transport arctique qui relie l'Asie de l'Est à l'Europe occidentale d'une manière inimaginable il y a 3 ou 4 décennies. Cela réduit les temps de transport d'environ 1 semaine et demie, ce qui est très significatif. Et cela peut en effet ouvrir de nouveaux marchés grâce à la capacité de réduire les coûts de transport. Ainsi, cette partie du monde, l'Asie du Nord, le nord-est de la Chine, la Sibérie orientale, le Japon, la péninsule coréenne, sans tout le poids de l'histoire géopolitique, pourrait en réalité devenir une région économique incroyablement dynamique et puissante. Il existe bien sûr les réalités de l'histoire, mais le défi pour les pays est de surmonter ces problèmes historiques afin d'affronter les réalités d'aujourd'hui. Pour que le Japon ait un avenir durable et viable, il doit garantir l'accès à des approvisionnements sûrs et stables en nourriture et en énergie à faible coût. Il n'y a en réalité pas de meilleur endroit pour obtenir tout cela que la Russie. C'est la réalité de la situation. Inutile de dire que ça ne se produira pas demain. Mais je pense que c'est quelque chose qui, en un sens, va créer une pression incroyable, si l'on peut dire. C'est la possibilité de dire, regardez, comment pouvez-vous ignorer indéfiniment cette opportunité à votre porte, surtout lorsqu'il s'agit de votre propre prospérité économique nationale et de votre survie. De même pour l'alimentation. Avant la guerre en Ukraine, il y avait, de manière intermittente, de nombreux projets exploratoires entre les Japonais, les Chinois, et même certaines entreprises coréennes avec la Russie, portant sur le développement de l'agriculture et des systèmes de production alimentaire en Sibérie. Il n'y a aucune raison pour que ces projets ne puissent pas être relancés et accélérés à l'avenir. Mais il faut que le monde se calme avant que tout cela ne puisse se produire. Dans le cadre d'un règlement post-Pax Americana, ce sont le genre de choses qui deviennent envisageables. L'autre point qui me semble important à souligner, Glenn, c'est qu'il y a presque 2 ans maintenant, la RPDC a abandonné sa politique de réunification. Et cela, à mon avis, ouvre en réalité un espace diplomatique qui n'avait jamais existé auparavant. Cet espace diplomatique n'a pas encore été véritablement exploité. Mais lorsqu'un gouvernement à Pyongyang n'a plus l'ambition de se réunifier avec le Sud, cela ouvre la possibilité d'un ensemble de nouvelles relations fondées sur des formalités d'État à État qui pourraient effectivement stabiliser la péninsule coréenne d'une manière qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Cela exigera bien sûr que Séoul fasse preuve de réciprocité. Et cela nécessitera en fin de compte d'affronter le grand éléphant dans la pièce, à savoir la présence des forces américaines à la fois au Japon et en Corée du Sud.
Je pense que toutes ces questions vont devenir des sujets qui exigeront l'attention des gouvernements au cours des 10 à 20 prochaines années. Nous avons vu la publication du document de défense américain, la déclaration de politique de défense, et l'une des interprétations possibles est qu'il se concentre explicitement sur l'hémisphère occidental. Le pivot vers l'Asie amorcé sous Obama semble, à mon avis, avoir été, du moins directement, atténué sous l'administration Trump. Ils souhaitent, bien sûr, que leurs alliés assument une plus grande part du fardeau. Mais cela indique que les Américains eux-mêmes commencent à affronter certaines réalités. Les réalités selon lesquelles l'équilibre des pouvoirs a changé, les réalités des limites de ressources de l'économie américaine elle-même, les réalités selon lesquelles on ne peut pas être l'hégémon sur l'ensemble du globe dans un contexte où d'autres puissances ont refait surface. On ne peut tout simplement pas soutenir cela. Nous entrons donc maintenant dans une période incroyablement fluide. Ce que Takaichi a dit à propos de la Chine, d'une certaine manière, Glenn, je pense que cela pourrait être interprété comme une réaction de stress face à ces défis d'un côté. Mais il est clair qu'elle s'adresse aussi à un public intérieur et à une partie particulière du corps politique japonais dont elle est issue et dont elle tire un soutien considérable. Néanmoins, sur le long terme, il est fort probable que ces remarques, malgré l'intensité actuelle des réactions, s'effacent dans les archives de l'histoire à mesure que les forces plus profondes poursuivent leur œuvre au sein du système. Eh bien, avant l'invasion russe de l'Ukraine, il semblait y avoir au Japon une certaine reconnaissance du fait qu'il était judicieux de se rapprocher davantage de la Russie. Non seulement pour les intérêts économiques évidents comme l'alimentation et l'énergie, mais aussi par la prise de conscience que si le Japon ne développait pas une relation plus étroite avec la Russie et ne lui permettait pas de diversifier ses partenariats économiques en Asie du Nord-Est, alors la Russie commencerait à pencher excessivement vers la Chine. La conséquence en serait que, dans tout différend ou toute tension entre la Chine et le Japon, les Russes se rangeraient automatiquement du côté de la Chine. Il serait donc préférable pour le Japon de collaborer davantage avec la Russie afin que celle-ci adopte une position plus neutre et équilibrée dans la région. Donc encore une fois, cela semblait relever du bon sens avant 2022. Mais ensuite, l'Amérique dit à tous ses partenaires ce qu'ils doivent faire, ce qui revient souvent à agir contre leurs propres intérêts nationaux. Récemment, nous avons eu une discussion où Poutine se trouvait en Inde et lui et Modi parlaient tous deux de développement économique et de coopération. Ils n'ont cessé d'évoquer l'Arctique. Bien sûr, le port de Chennai est relié à Vladivostok et les Indiens veulent participer à des projets dans l'Arctique. Maintenant, pour ceux qui ne suivent pas la situation, il peut sembler géographiquement étrange de voir l'Inde collaborer avec la Russie dans l'Arctique. Mais puisque les Russes ne travaillent plus avec l'Occident là-bas, ils veulent coopérer avec la Chine. Et comme la Chine est une très grande économie, ils souhaitent également faire participer d'autres grandes puissances. Ainsi, les Chinois peuvent jouer un rôle de premier plan, mais ils ne peuvent pas être dominants. C'est l'idée principale, et elle s'applique aussi au Japon. Il y a même un certain intérêt américain à permettre au Japon de collaborer avec la Russie. Mais les Américains eux-mêmes, il y a encore une dizaine d'années, comptaient de nombreux groupes de réflexion qui se demandaient « Pourquoi ne cherchons-nous pas un format nous permettant d'affronter les Russes en Europe ? Nous pouvons poursuivre cette guerre froide en essayant de les affaiblir. Mais en Asie, nous devons les engager, car nous ne voulons pas rapprocher trop étroitement les Chinois et les Russes. Il semble donc qu'il y ait une certaine marge de manœuvre. Comme vous l'avez dit, si l'on ajoute la Corée du Nord à l'équation, il est possible que cela ouvre davantage d'espace diplomatique aujourd'hui. Y a-t-il au Japon un mouvement
dans l'une ou l'autre de ces directions pour se donner à nouveau un peu plus de marge de manœuvre, afin de réellement poursuivre son intérêt national. Écoutez, je suis pas sûr qu'il y en ait un pour le moment. Mais vous savez, comme je l'ai mentionné auparavant, les mandats de Premier ministre au Japon ont été très courts ces derniers temps, ce qui, à mon avis, rend très difficile non seulement pour le Japon lui-même de développer une orientation stratégique durable, mais aussi pour tout le monde d'avoir une vision cohérente du Japon. Il ne cesse de changer de Premier ministre. Vous savez, Ishiba avant Takeuchi avait lui aussi, on peut dire, des opinions assez intéressantes et peut-être un peu radicales sur les relations étrangères, mais il cherchait essentiellement à promouvoir un certain degré d'autonomie stratégique japonaise, ou renforcée, pour reprendre un terme souvent utilisé en Europe, sans nécessairement froisser trop de monde. Et je pense qu'il a effectivement réussi à le faire. Il s'exprimait avec force. Je veux dire, il a plaidé pour une OTAN asiatique, qui bien sûr a échoué sous sa direction. Elle n'a jamais abouti. Mais il a mis les Américains au défi sur les questions d'extraterritorialité. Il les a poussés, évidemment avec un succès limité, mais il était néanmoins prêt à mettre sur la table l'idée que la relation entre l'Amérique et le Japon devait être réformée pour devenir celle de deux nations normales. Une relation normale reconnaissant que, en réalité, l'actuelle est tout sauf normale. Il s'est exprimé avec force, et peut-être avec un peu d'audace, mais je pense qu'il était sincère lorsqu'il parlait du Japon ayant sa propre présence militaire à Guam et dans d'autres territoires américains, avec également des droits extraterritoriaux dans l'intérêt de créer une relation normale, et ainsi de suite. Donc Ishiba, je pense, a réussi à repousser assez loin les limites en matière d'autonomie de la défense japonaise et aussi à étendre certaines de ces questions liées à la constitution pacifiste, et ainsi de suite. L'une des façons dont il a pu le faire a été d'éviter avec soin de provoquer la Chine, en particulier sur la question de Taïwan, mais pas seulement Taïwan, également les îles Diaoyu et d'autres encore. Takeuchi n'a pas montré ce même niveau de sophistication. Ainsi, ses remarques sur Taïwan ont été, à certains égards, comme agiter un chiffon rouge devant un taureau. On pourrait dire qu'elles étaient en réalité assez maladroites. D'autres personnes, et je sais qu'il y en a qui partagent ce point de vue, disent qu'elle ne l'aurait pas fait sans l'aval des Américains et qu'elle l'a peut-être même fait à leur instigation pour sonder le terrain. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'elle est allée trop loin sur ces sujets, ce qui a provoqué un retour de flamme, et maintenant elle essaie de trouver une voie de retour sans perdre trop la face. Avec la nouvelle doctrine américaine qui émerge, la question sera de savoir si elle peut maintenir une position où, à bien des égards, elle ou le Japon dans son ensemble fera en grande partie ce que l'Amérique souhaite, tout en essayant de séduire un public nationaliste intérieur. Et en même temps, il y a ces autres grandes questions, n'est-ce pas? Je veux dire, je reviens toujours aux questions stratégiques plus larges au final. C'est bien beau de se préoccuper du quotidien, mais à un moment donné, il faut vraiment réfléchir à la manière dont les grands éléments finiront par s'articuler de nouveau. Et s'il existe un certain degré de repli américain dans la région, se manifestant par le fait que les États-Unis poussent leurs partenaires à assumer une plus grande part du fardeau, quel effet cela a-t-il sur l'équilibre des pouvoirs dans la région? À mon avis, les Américains ont perdu leur position dominante quelque part au cours de la dernière décennie, et cette récente orientation politique de la Maison-Blanche le confirme. Cela va bien sûr ébranler le Japon. Mais cela ne fait que renforcer une opinion qui s'est développée au Japon et aussi à Séoul, selon laquelle dépendre des Américains pour leur défense future n'est probablement pas une chose judicieuse. Je pense que les esprits avisés dans ces capitales
en sont arrivés à cette conclusion. Ils se posent une question simple. Quelle est la probabilité que Washington sacrifie ou mette en danger Washington, New York, Boston, Los Angeles, San Francisco, Miami et toutes les autres villes entre elles au nom de la défense de Tokyo, de Séoul, de Taipei ou de Manille d'ailleurs? Je ne pense pas que quiconque de sérieux dans l'une de ces capitales croit que les Américains feraient cela. Donc en pratique, il n'y a vraiment aucune ambiguïté. Les Américains ne seront pas là. Ils pourront pousser les autres et diriger depuis l'arrière, mais ils ne seront certainement pas en première ligne. Au lieu de défendre le Japon, je pense qu'il est plus probable que le Japon doive endosser le rôle d'une Ukraine asiatique, c'est-à-dire aller se battre et mourir pour l'Amérique. Mais c'est un point intéressant. Le Japon ne veut pas se découpler des États-Unis. Il veut redéfinir la relation, passer, disons, du statut de vassal à celui d'égal. Et c'est une voie raisonnable, ou du moins une aspiration. En Europe, nous avions autrefois la même aspiration. Nous parlions d'indépendance européenne. Nous parlions de puissance souveraine. Quel était le mot qu'ils utilisaient? Oui, quelque chose comme égalité souveraine. Quelque chose dans ce genre. Beaucoup de mots, en réalité des mots codés, qu'ils utilisaient pour désigner une plus grande indépendance vis-à-vis de l'Amérique, mais au moins pour être des égaux. Mais tout cela semble être tombé à l'eau maintenant. Le principal espoir, bien sûr, est simplement de garder les Américains ici. Et ensuite, nous serons heureux d'être des vassaux, semble-t-il. Mais oui, indépendamment de la manière dont les Japonais veulent redéfinir leur relation avec les États-Unis, comme vous l'avez mentionné, la position américaine en Asie est en déclin. Autrement dit, les États-Unis pourraient devoir réduire leur présence. Ils auront beaucoup moins de puissance économique, du moins en termes relatifs, puisque la Chine et d'autres montent en puissance. On voit aussi les États-Unis, dans leur déclin relatif, adopter de manière prévisible une approche plus extractive, une économie plus tributaire, cherchant à extraire des richesses de leurs alliés. De plus, l'intérêt des États-Unis à former des blocs géoéconomiques, c'est-à-dire à amener leurs alliés à se couper de centres de pouvoir importants comme la Chine et à se consacrer exclusivement aux États-Unis, place souvent les pays dans une situation où ils disposent de moins de prospérité et de moins d'autonomie politique. Ainsi, une grande partie de ce que tout le monde considère comme le partenariat avec les États-Unis et dans une large mesure la subordination depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, sous laquelle nombre de ses partenaires ont pu prospérer, semble cette fois toucher à sa fin. Donc, si le Japon reconnaît que le monde change indépendamment de sa volonté, la principale chose qu'il pourrait faire ne serait-elle pas de se rapprocher de la Chine, non pas pour rejoindre un bloc dirigé par la Chine, mais simplement pour diversifier ses liens économiques. Je vais vous donner un contexte intéressant pour tout cela. Vous avez le partenariat économique régional global, qui est l'accord de libre-échange facilité et en fait initié par l'ASEAN. Il a fallu 8 ans pour le mettre en place et il regroupe 15 nations de la région. Les 10, désormais 11 membres de l'ASEAN, plus la Chine, le Japon, la République de Corée, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Dans ce contexte, ou 5,5% et le Japon est le Turan avec 19%. Le Japon est un acteur très important dans la région et il a de nombreux intérêts économiques liés à la Chine, non seulement en termes d'investissement australien, mais aussi avec la République de Corée et la Chine. Comme vous vous en souvenez, après la crise financière asiatique, ils ont mis en place toute une série d'institutions avec des accords de swap de devises destinés à protéger leurs systèmes financiers respectifs contre de futures crises de liquidité.
Ces institutions sont en réalité assez importantes dans le contexte des pays en développement d'Asie dans leur ensemble, car les swaps de devises entre ces trois nations servent de lest au système financier de l'ensemble du continent asiatique. Ainsi, le Japon est profondément intégré sur le plan économique au sein de l'Asie, et bien sûr, il est étroitement lié à l'économie chinoise. Il possède de nombreuses entreprises en Chine qui y sont implantées depuis plus de 20 ans, générant des revenus importants et employant de nombreux Japonais au Japon, ainsi que certains en Chine, tout en créant assurément beaucoup de valeur pour les actionnaires. Ces liens ne peuvent pas être défaits facilement sans entraîner des pertes considérables en aval. Maintenant, l'expérience européenne, que vous avez remarquablement couverte au cours des 3 dernières années, est en réalité très révélatrice. C'est un sujet que les populations de toute l'Asie doivent vraiment examiner de près. Pas pour toutes ces soi-disant leçons dont tant de gens parlent, comme, vous savez, « Oh, un tel va envahir tel pays si nous ne faisons pas ceci », ou « Un tel fera cela si nous ne faisons pas cela ». Il s'agit vraiment de comprendre les façons dont les intérêts économiques risquent d'être compromis si vous laissez d'autres facteurs s'emparer de votre corps politique. En réalité, il faut redoubler d'efforts pour clarifier vos relations de sécurité et diplomatiques, afin de ne pas mettre en péril vos relations économiques. L'idée qu'un gazoduc puisse être détruit par un pays allié en est un exemple frappant. Les pays d'Asie doivent vraiment comprendre qu'ils doivent travailler très dur à consolider leurs relations économiques comme fondement de la stabilité et de la paix régionale. C'est là la véritable leçon fondamentale. La deuxième leçon, bien sûr, est que les Américains sont plus qu'heureux de diriger depuis l'arrière et d'indiquer à tout le monde la voie sans issue du chemin fleuri, et tout aussi heureux de vous abandonner à mesure que vous approchez de la fin. Nous voyons cela se dérouler en ce moment même. Les Américains essayent de trouver un moyen d'abandonner leurs alliés, de s'éclipser, de sauver la face et de faire comme si rien ne s'était passé, n'est-ce pas? Et, avec un peu de chance, d'en profiter un peu au passage. Ce sont donc là quelques-unes des leçons essentielles. Tokyo est-elle capable de les apprendre? Elle doit affronter ces questions. Elle a besoin d'un débat national à leur sujet. Vous aurez remarqué que Séoul a réagi aux propos de Takeuchi en disant « Eh bien, écoutez, nous n'allons pas nous engager là-dedans, car cela ne ferait qu'empirer les choses. » Et ils sont très conscients du fait que Tokyo attise les tensions en Asie, compte tenu de ce qui s'est passé en Europe, est incroyablement contre-productif pour l'ensemble de leurs intérêts nationaux. Donc je suppose que l'espoir est que le corps politique japonais, et je dis bien espoir sans forcément trop d'optimisme, Len, mais l'espoir est que les débats qui ont lieu au sein de la société japonaise autour de ces questions conduisent à une réflexion à plus long terme, ou à une réflexion stratégique sur le positionnement du Japon à long terme. Vous savez, cela fait 80 ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Japon a prospéré à bien des égards. Il a connu 20 années difficiles, mais son niveau de vie n'est en aucun cas faible. C'est l'un des pays les plus chers du monde. Mais elle est confrontée à de très grands défis, et elle ne peut pas les résoudre sans établir un ensemble d'accords stables et sûrs au sein de sa région. N'est-ce pas? Elle doit résoudre les problèmes alimentaires, ce qu'elle ne peut pas faire sans aborder les questions régionales. Elle a besoin d'énergie, et elle doit traiter la question de l'énergie provenant de Sibérie. C'est tout simplement du bon sens en matière de construction nationale. Et elle doit entretenir de bonnes relations avec la Chine, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi parce que cette relation contribuera à stabiliser la péninsule nord-coréenne. Maintenant, l'autre point à garder à l'esprit, et que les gens oublient souvent, c'est que lorsqu'on regarde cette petite partie du monde,
on trouve la Chine, la Russie, la RPDC, la République de Corée et le Japon. Parmi eux, il y a 3 puissances nucléaires. Et puis, les 2 qui ne le sont pas dépendent des Américains. Et c'est pourquoi j'ai posé la question plus tôt. Les Américains vont-ils réellement fournir un bouclier nucléaire? Non, ils ne vont absolument pas faire quoi que ce soit de ce genre. Ainsi, la RPDC et la Russie entretiennent une relation de défense stratégique. La RPDC et la Chine ont un accord de défense mutuelle depuis les années 1950. Ces dispositifs existent depuis très longtemps. Le Japon et la République de Corée, tout en accueillant historiquement des bases américaines, ont servi de contrepoids. Mais si les Américains commencent à paraître un peu douteux, leur fiabilité étant profondément remise en question, et c'est bien le cas, alors les Japonais et les Coréens vont devoir trouver une voie pour résoudre ces dynamiques de manière indépendante. Ils ne peuvent plus compter sur les Américains pour être là, car n'oublions pas, les Américains sont là pour les Américains. Ils ne sont pas là pour le Japon, ni pour la Corée, tout comme ils ont été en Europe pour les Américains. Il est tout à fait clair qu'ils ne sont pas là pour les Ukrainiens. Nous avons eu un demi-million d'Ukrainiens ou plus qui sont morts au nom de la guerre de l'Amérique. Ils ne sont pas là pour les Ukrainiens, ni pour qui que ce soit d'autre. Ils sont là pour l'Amérique. Je le comprends. Nous pouvons en parler sans passion, mais ne tournons pas autour du pot. Le Japon et d'autres doivent vraiment comprendre cela et se rendre compte que leurs propres intérêts ont peu de chances de s'aligner sur ceux de l'Amérique, surtout au moment où l'Amérique exprime ses intérêts de la manière dont elle le fait actuellement. C'est l'une de mes grandes frustrations ici en Europe. Lorsque vous entendez différents journalistes et politiciens s'exprimer, leur point de départ repose sur l'hypothèse que, eh bien, l'Amérique et l'OTAN doivent aider à défendre la démocratie et la souveraineté en Ukraine, comme si c'était là la mission principale. Comme si l'Amérique n'était qu'Amnesty International dotée d'armes nucléaires. Que tout tournait autour de la protection des démocraties dans le monde. Je veux dire, les États-Unis ont une stratégie de sécurité fondée sur l'idée que la sécurité dépend du maintien de l'hégémonie. Et cela exige d'affaiblir ou d'éliminer les grandes puissances montantes. Cela ne veut pas dire que vous vous promenez à défendre la démocratie. Et c'est plutôt inquiétant, car j'entends nos propres dirigeants politiques parler dans ce langage, selon lequel, eh bien, l'Amérique est notre ami, donc nous pouvons externaliser notre sécurité et lui accorder quelques bases militaires. Et l'ami part du principe que nos intérêts se recoupent complètement. Je pense que dans ce monde multipolaire, où les intérêts divergent de plus en plus, ce sera une leçon très difficile à l'avenir. Non, nos intérêts ne sont pas toujours les mêmes. Et il devrait aller de soi que les Américains doivent et vont faire passer leurs propres intérêts avant les nôtres. Écoutez, c'est une excellente observation. Cette question de savoir comment les pays en viennent à définir ce qu'ils considèrent comme leurs intérêts. On suppose souvent qu'il existe des intérêts fixes que les pays possèdent simplement. Mais bien sûr, les pays passent par des processus de délibération pour déterminer ce qui constitue réellement leurs intérêts. Et la frustration naît lorsqu'une vision particulière de l'intérêt national entre en conflit avec des visions alternatives. Surtout lorsque cette seconde vision subordonne l'intérêt national à celui d'une nation tierce. Et je pense qu'à mesure que la multipolarité continue de se déployer, de nombreux pays qui, à certains égards, avaient tenu pour acquise une certaine idée de ce qui constituait leurs intérêts nationaux, seront confrontés à la nécessité de réexaminer toutes ces questions. Vous savez, l'Australie en est un autre exemple.
ou en tant que nation subimpériale, pendant la majeure partie de nombreuses décennies, sans doute depuis sa fondation, la classe politique australienne a automatiquement considéré que les intérêts de l'Australie étaient alignés à 100% sur ceux de son protecteur colonial ou de son grand protecteur de l'autre côté du Pacifique. En d'autres termes, ce qui est bon pour le Royaume-Uni ou pour l'Empire britannique et ce qui est bon pour les États-Unis est ipso facto bon pour l'Australie. Mais bien sûr, ce n'est pas nécessairement le cas. Et c'est une question vraiment difficile à affronter, car pendant des décennies, cela a simplement fait partie intégrante de la manière dont les institutions concevaient les choses. Soudainement, les vérités que l'on tenait pour acquises sont remises en cause. Et c'est très déstabilisant, car ce sont les pierres angulaires sur lesquelles tout le reste avait été construit. Et pourtant, on se rend maintenant compte que ces pierres angulaires sont fragiles et que ce n'est pas forcément vous qui les retirez. C'est le partenaire dans lequel vous aviez tant investi qui littéralement n'est plus là. Et c'est une question de politique psychologique et stratégique difficile à affronter. Mais le Japon devra y faire face. La République de Corée devra y faire face. Les habitants de l'île de Taïwan sont en réalité déjà en train de se confronter à ce problème. Nous avons eu l'élection d'une nouvelle présidente du KMT qui parle désormais très directement de la nécessité d'une détente à travers le détroit et de la reconnaissance du fait que Taïwan fait partie du monde chinois. Cela n'a pas fait partie du cadre depuis une décennie, et pourtant, en partie à cause des perturbations venues de Washington, et en partie en raison de la réalité de ce qui se passe en Europe, la réalité de l'émergence de la Chine en tant que puissance à la fois économique et militaire. Je veux dire, cette démonstration à Pékin, tu sais, il y a quoi, 2 mois, c'était... Toute personne sérieuse y aura prêté attention. Et donc ces questions sont maintenant affrontées. Les gens qui étaient autrefois des partisans farouches de l'indépendance commencent maintenant à douter, parce qu'ils savent que cela n'arrivera pas. Ce n'est plus la réalité. Personne ne va les aider, et ils doivent affronter le monde tel qu'il est. Ils doivent composer avec le monde tel qu'il est, préserver ce qu'ils chérissent et en quoi ils croient dans la mesure du possible, et finalement adopter des politiques qui favorisent la prospérité et la stabilité, et en fin de compte, la vie, plutôt que des politiques qui mènent à la mort et à la destruction. Eh bien, dans la littérature académique sur l'Empire américain après la guerre froide, on trouve des auteurs comme Peter Katzenstein qui écrivent sur les nœuds de l'Empire américain. L'idée est que les États-Unis ne peuvent pas tout dominer depuis Washington. Ils ont donc mis en place des partenariats clés. Du côté occidental de l'Eurasie, on a les Européens, en particulier l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Et à l'Est, le Japon, auquel on accorde un statut privilégié au sein de l'Empire. Dans ce cadre, le Japon, ainsi que les Européens, auraient des intérêts presque entièrement convergents avec ceux des États-Unis. Mais à mesure que ce modèle impérial se dissout, c'est-à-dire que l'ordre hégémonique prend fin, supposer que la relation resterait la même est une illusion assez dangereuse. Et une autre leçon venue d'Europe, qui pourrait d'ailleurs être utile au Japon, c'est que lorsque les tensions montent, la dépendance envers le fournisseur de sécurité, les États-Unis, augmente. Les États-Unis se retrouvent alors en position d'exiger de nombreuses concessions politiques et économiques, au point que certains pays doivent agir contre leurs propres intérêts nationaux. C'est ainsi que nous en sommes arrivés à une situation où les États-Unis ont pu, en substance, faire exploser les gazoducs Nord Stream, c'est-à-dire détruire l'architecture économique et énergétique de l'Europe. Et eh bien, nos politiciens et nos journalistes doivent faire comme si cela n'était jamais arrivé et ne poser aucune question, car nous ne voulons vraiment pas entendre les réponses. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit.
Je sais que des pays comme l'Inde devraient être prudents, car s'il y a trop de tensions avec la Chine, ils finiront par être capturés par les Américains également. Et je pense qu'il en va de même pour les Japonais. S'ils se retrouvent dans une véritable tension avec les Chinois, ce n'est pas seulement qu'ils risquent d'affronter la fureur des Chinois, mais ils seront ensuite complètement sous la coupe des États-Unis. Un moment où les États-Unis doivent commencer à sauver leur propre économie de ces problèmes. Vous savez, ils peuvent faire avec les Européens ce qu'ils aiment faire. Lorsqu'ils ont détruit notre architecture énergétique, et que nos industries ne fonctionnent plus, ils viennent sur le continent et offrent des subventions pour se relocaliser aux États-Unis. Donc ce n'est pas ça. Nos alliés ne sont pas nos amis. Nos intérêts ne sont pas les mêmes. Mais Tu as tout à fait raison. Chercher la confrontation dans ta région ou semer la discorde te rend en réalité plus vulnérable sur tous les fronts. Dans le cas du Japon, cela ouvre évidemment un front avec la Chine. La Chine n'est pas contente. Elle a pris certaines mesures qui auront des répercussions économiques à court terme. Voilà pour une partie. Mais bien sûr, cela les rend aussi, comme tu le dis, beaucoup plus vulnérables face aux grands protecteurs, qui peut alors en tirer bien davantage. Et je pense que c'est en grande partie ce que vise la nouvelle doctrine stratégique américaine. Dire en somme, vous allez devoir payer votre part. Vous allez devoir faire le gros du travail, vous allez devoir prendre plus de risques. Mais nous sommes la garantie, nous sommes juste derrière vous. Alors que vous fournirons-nous? Eh bien, nous vous donnerons ce que nous avons déjà fourni ailleurs. Nous vous vendrons des armes. Vous nous payez et nous vous vendons des armes. Nous vous donnerons accès aux renseignements. Vous aurez besoin de notre système satellitaire, donc nous le fournirons. Mais ne vous attendez pas à ce que nous soyons réellement impliqués au sens littéral. Allez-y. Et c'est ainsi qu'ils contrôleront les vassaux. Ainsi, les vassaux se rendent en réalité vulnérables sur les deux fronts. C'est aussi la leçon pour les Philippines. C'est une leçon pour la République de Corée, et je pense que c'en est de plus en plus une aussi pour les habitants de l'île de Taïwan. Leur meilleure stratégie consiste à trouver une manière autonome de résoudre les problèmes dans leur région, n'est-ce pas? Leurs voisins. La géographie ne se prête pas au changement. Il faut faire avec. La leçon de l'Europe, c'est que 300 ans sans résoudre la question de la Russie et de l'Europe ont finalement conduit aux problèmes d'aujourd'hui, n'est-ce pas? La géographie compte, et il faut simplement composer avec. La Chine va-t-elle envahir le Japon? Eh bien, j'en doute, n'est-ce pas? Il n'y a pas grand-chose au Japon, à mon avis, qui en ferait une cible attrayante pour une invasion. Le Japon va-t-il envahir la Chine? Le Japon n'en a pas les moyens, même s'il le voulait. Bien sûr, il l'a fait 3 fois au cours du dernier siècle environ, mais il n'en a plus la capacité aujourd'hui. La Chine va-t-elle envahir les Philippines? Non. Pourquoi le ferait-elle? Elle n'a aucune ambition de ce genre. Oui, elle a des revendications territoriales conflictuelles sur certaines parties de la mer de Chine méridionale, et cela finira, bien sûr, par se résoudre avec le temps, je suppose. Ce ne sera pas rapide, d'ailleurs. Mais la Chine n'a aucune raison de surréagir à ces questions, car la vérité est qu'elle est la plus grande puissance de la région. Elle pourrait imposer sa volonté, comme les Américains l'ont fait historiquement, mais ce serait plutôt contre-productif. Donc en un sens, le plus grand acteur doit aussi être le plus patient. Mais il ne peut pas non plus être perçu comme trop faible. C'est donc un exercice d'équilibre. La région devra en fin de compte trouver un moyen d'aller vers un avenir post-américain. Le Japon, lui, se trouve dans une position très intéressante. Évidemment, elle est vulnérable, mais c'est aussi une position où il dispose, oserait-on dire, d'une certaine marge d'action, s'il choisissait de l'exercer.
c'est parce que son économie est un acteur important dans la région. Il possède beaucoup de technologies. Il apporte énormément de savoir-faire, d'éducation, de recherche et de développement. Et il doit vraiment, à mon avis, réfléchir de manière beaucoup plus stratégique à cette configuration de l'Asie du Nord, d'une façon qui lui ouvre une voie d'avenir. Il ne peut pas dépendre des États-Unis indéfiniment, car les États-Unis n'ont de toute façon plus la capacité de le soutenir. Il faudra donc, à un moment donné, affronter la réalité selon laquelle les États-Unis ne seront tout simplement pas là, le moment venu, si cela compte vraiment. Maintenant, planifier cela dès aujourd'hui est bien sûr une arme à double tranchant, car plus on commence à s'y préparer, Glenn, plus cela devient inévitable. Donc en ne s'y préparant pas, on cherche en quelque sorte à retenir les Américains, un peu comme ce qui se passe en Europe. Mais le jour où l'on planifie un monde sans les Américains est le jour où les Américains s'en vont. Et c'est pourtant ce qui doit arriver. Même chose en Europe. Et vous savez, en partie, cela se produira parce que les Américains se retireront. Mais les Américains se retireront, à mon avis, et c'est davantage une hypothèse qu'autre chose, d'une manière plutôt désordonnée. Elle se retirera en termes de présence militaire conventionnelle, mais elle laissera derrière elle ses capacités de perturbation grise dans toutes ces régions du monde, car cela reste dans l'intérêt de l'Amérique, du moins selon la manière dont Washington perçoit le monde, de perturber et d'affaiblir tous les autres. Si elle ne peut pas le faire en déployant des forces explicites sur le terrain, elle le fera par des canaux gris. Nous verrons donc davantage d'opérations de changement de régime, davantage de tentatives de déstabiliser des pays par l'information et ce genre de choses. C'est ce que nous allons observer au cours des 10 prochaines années, à mesure que l'Empire se déploiera, car l'Empire ne va pas simplement plier bagages et disparaître en silence. Oh, c'est un excellent point. Eh bien, je soupçonne que les Américains n'étaient pas mécontents lorsque le Premier ministre japonais a fait ces déclarations et alimenté ce conflit. Je veux dire, quand on est une puissance hégémonique, on dépend de systèmes d'alliance. Autrement dit, il faut que certains conflits se perpétuent si l'on veut que son adversaire reste équilibré et son allié obéissant. Je pense donc que c'est là le principal problème, là où les intérêts divergent également. Cette crainte que si la paix venait à s'installer, le système d'alliance et l'hégémon seraient affaiblis de manière permanente. Mais juste une dernière question rapide avant que nous manquions de temps. Le Japon ne fait-il pas face à un dilemme? Pourtant, s'il veut se libérer de l'Empire américain, il doit assurer sa propre sécurité. Cependant, la remilitarisation du Japon est quelque chose qui ne sera pas bien perçu en Chine, en Corée du Sud ou en Corée du Nord. On peut parcourir toute l'Asie de l'Est. Les inquiétudes sont nombreuses. L'histoire n'est pas oubliée. Alors, comment interprétez-vous ce dilemme? Eh bien, c'est un dilemme, à moins que l'on puisse reformuler la question de la sécurité comme un problème régional et indivisible. Et nous avons déjà connu cela auparavant, que ce soit à Helsinki ou avec le mouvement des non-alignés. En fait, je crois que le président Poutine et le président Xi Jinping ont parlé l'année dernière de cette idée d'un club de sécurité. Je pense donc que nous allons devoir reformuler cette question de la sécurité pour la comprendre comme une question indivisible. Ce qu'un pays fait ne peut évidemment pas se faire au détriment des autres, ce qui signifie que la sécurité du Japon, importante pour la région et pour le peuple japonais, doit être considérée comme légitime. C'est la leçon tirée de l'Europe. On ne peut pas ignorer les préoccupations de sécurité des autres. Il faut les respecter et les intégrer dans sa propre réflexion. Sinon, vous n'arriverez jamais à vous approcher d'une architecture de sécurité stable.
Je pense donc qu'il incombe aux autres pays de la région de respecter les intérêts de sécurité légitimes du Japon, tout comme il est important pour le Japon d'avoir son propre débat national, afin de clore certains héritages d'il y a 80 ans qui suscitent encore des inquiétudes dans la région. De cette manière, les autres pourront avoir confiance dans le fait que la participation du Japon à une future architecture de sécurité régionale et indivisible sera réellement fiable, qu'elle n'ouvrira pas la boîte de Pandore du nationalisme ou du néomilitarisme japonais. Il y a donc des éléments que le Japon, à mon avis, devra traiter pour répondre efficacement aux préoccupations de la région. Et les pays de la région doivent également, bien sûr, être disposés à avoir des discussions franches sur les préoccupations de sécurité du Japon. Si vous ne faites pas cela, vous vous retrouverez alors dans une situation en Europe où vous écarterez l'un des principaux acteurs et finirez par le pousser à un point où il estimera n'avoir plus le choix. C'est insensé, bien sûr, et c'est une leçon importante à retenir. J'espère que les penseurs stratégiques et les dirigeants de ces pays comprendront réellement que c'est la grande discussion qu'ils devront mener au cours des 5 à 10 prochaines années. Oui, en fait, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est la principale leçon à tirer de l'Europe pour l'Asie, à savoir éviter ce cadre de sécurité à somme nulle, où la sécurité dépend de l'hégémonie, de la politique des blocs ou d'une dépendance excessive à la dissuasion. Il faut plutôt adopter une sécurité indivisible, c'est-à-dire une architecture de sécurité inclusive. Autrefois, cela relevait du simple bon sens. Et pour conclure, je pense qu'en 2023, l'attention s'est portée sur votre pays et en Australie, sur l'ancien Premier ministre Paul Keating. Il a dit que l'Asie avait autant besoin d'une institution de sécurité comme l'OTAN qu'elle avait besoin d'une peste, que ce serait la pire chose qui puisse arriver, le genre de chose qui ferait sombrer l'Europe. Donc, par tous les moyens, cherchons d'autres solutions. Je pense que cela s'applique tout autant au Japon. Bref, merci d'avoir pris tout ce temps. Je pense qu'il y aura davantage d'attention portée à tous les grands événements qui se déroulent en Asie. Il y a beaucoup d'opportunités à venir, mais aussi beaucoup de menaces si nous continuons à commettre ces erreurs. Oui, en effet. Merci beaucoup de m'avoir à nouveau invité, Glenn Diesen.